We aren't nice boys. We were fucking nasty little bastards. He had trouble sleeping at night, and when he did, he had horrible dreams. I'm outside of society. I'm an artist. Rock and roll is my art. No drugs at all. I'm high on life. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Graines de violence. Au milieu de l'année 1965, Jack Holzman erre de club en club dans la très délurée ville de West Hollywood, Gomorrhe glamour où les stars de ciné viennent se dévergonder entre deux tournages. Mais si Holzman est à plus de 3000 miles de son New York natal, ce n'est pas pour goûter aux plaisirs interdits qui font la réputation plus ou moins fantasmée de la Californie. Cette future légende de l'industrie du disque n'est pas là pour la détente. Il a l'espoir de trouver un grand groupe à signer, des futures stars qui deviendraient la poule aux œufs d'or de sa toute fraîche maison de disques, Elektra. Bien qu'encore contrainte par une vieille garde d'infâmes nostalgiques ségrégationnistes, la West Coast est en pleine ascension progressiste, notamment grâce à la montée du mouvement hippie et à leur distribution massive de placebos aux extraits de fleurs et de sexe non protégés. Tout naturellement, ce séisme social s'accompagne d'une réjouissante émulation artistique qui s'expose dans toutes les salles de concert des alentours hollywoodiens. Le Sunset Strip, le Whisky à Gogo, le Gazzarri's, le Hula Baloos et bien d'autres proposaient chaque soir des shows sulfureux donnés par de potentiels futurs rockstars capables de jouer sur le terrain de la British Invasion, et c'est exactement ce que Jack Holzman recherche. Il entre alors au Bidos Lito, une minuscule boîte dans laquelle se compresse un public ridiculement nombreux de jeunes effrontés à la recherche du grand frisson sexe, drogue et rock'n'roll. La chaleur est telle que les murs de briques rouges déteignent et se reflètent sur les visages en sueur des disciples venus danser jusqu'à l'évanouissement. Dans son livre Follow the Music, Jack Holzman compare la scène à l'enfer de Dante. Des corps peu vêtus s'en mêlent lascivement sur le rythme effréné d'une musique sauvage, dégueulée par d'impressionnants murs d'enceinte. Sur scène, c'est un gang de jeunes délinquants en transe qui fait trembler le bâtiment du Bidos Lito. Quelques jours auparavant, ils avaient soumis le nom de leur groupe au public qui avait fait entendre très largement son approbation. Il s'appelle Love et il s'agit du premier groupe interracial de l'histoire de la pop. Un symbole fort du flower power, mais sur le papier seulement, car sur scène, la tension est palpable, ce qui rend la prestation plus spectaculaire encore. Le batteur Don Conca se défoule sur son instrument comme un forcené, sous le regard inquiet du bassiste Ken Forsey, qui n'a pas prévu d'accélérer le tempo. Johnny Echols, imperturbable, se saigne les doigts sur les 5 mêmes accords de guitare qui composent cette version pré-Hendrix de Hey Joe. Au micro, Brian McLean hurle à en déformer son visage de jeune premier, une histoire d'adultère qui finit dans le sang et la poudre. Et au coin de la scène, un autre chanteur attend son heure, trépignant comme un lion en cage qui s'apprête à se jeter à la gorge du fou qui viendra lui ouvrir la porte. C'est un métis au regard mauvais qui porte une chaussure sur deux, une veste avec des franges de cow-boy sur les épaules et de petites lunettes triangulaires avec un verre rouge et l'autre bleu. Jack Holzman fut immédiatement impressionné par Arthur Lee. Le meneur excentrique de Love n'était pas uniquement un compositeur et un chanteur extraordinaire, c'était aussi un marginal avec une aura mystique peu commune. Il est l'auteur de certaines des chansons les plus ambitieuses de l'histoire de la pop, fascinante au point d'avoir laissé béat d'admiration des pointures comme Robert Plant ou Jim Morrison. Love fut, l'espace d'un instant, un groupe de rock prodige, prêt à tout rafler, la grosse sensation qui allait faire oublier les Byrds, alors maîtres incontestables de la scène californienne. Malheureusement, la toxicomanie des membres et la folie de leur leader allaient les condamner à un second rôle permanent et frustrant. Pourtant, ce soir-là, au Bidos Lito, Jack Holzman est persuadé qu'il a devant lui le futur blockbuster d'Elektra Records lorsqu'Arthur Lee crache les premiers mots d'une version vénéneuse de My Little Red Book. La musique chez Arthur Lee, on la retrouve d'abord dans les gènes. Il naît en 1945 à Memphis, le berceau du rockabilly. Petit, il adorait écouter sa tante chanter du John Lee Hooker ou du Howlin' Wolf. Son père, Chester Taylor, est un trompettiste qui mène une vie peu stable. Il sera le grand absent de la vie d'Arthur, qui devra surtout compter sur sa mère, Agnès Porter, une femme cartésienne et courageuse. La famille habite un quartier noir de Memphis, encore frappé par la ségrégation raciale. Agnès Porter, métisse à la peau claire,
peine à se faire accepter par les Noirs comme par les Blancs. Cette confusion identitaire aura des répercussions évidentes sur l'existence de Lee, dont l'associabilité flirtera avec la psychose. Déjà petit, il préfère la compagnie des oiseaux à celle des êtres humains. L'un de ses passe-temps favoris est de recueillir des pigeons blessés afin de les soigner. L'année 1955 marque le départ définitif de Chester Taylor et l'arrivée d'une nouvelle figure paternelle au sein de la famille, plus consistante cette fois-ci. Clinton Lee épouse la mère d'Arthur et reconnaît l'enfant de 8 ans. La famille recomposée quitte Memphis pour Los Angeles, une contrée plus accueillante et cosmopolite. En une année, Arthur aura donc changé de père, de nom de famille et de ville. À l'école, c'est un élève turbulent qui domine ses camarades de classe, mais dès qu'il rentre chez lui, Arthur Lee redevient un garçon solitaire et taciturne, entouré de ses oiseaux et l'oreille rivée à la radio. Au début des années 60, il fait une rencontre fatidique. Johnny Echols, de 2 ans son cadet, est aussi un passionné de musique. Le jeune homme apprenait la guitare avec un prof d'envergure, Adolphe Jacobs, membre des Coasters, quatuor doo-wop suffisamment culte pour apparaître dans les bandes originales des films de Tarantino. Echols bosse déjà ses gammes comme un acharné et ça va payer. Les 2 membres fondateurs de Love n'ont même pas 18 ans quand ils commencent à écumer les clubs de Los Angeles avec 2 autres camarades. Leur groupe s'appelle Arthur Lee and the LAGs et ils jouent des reprises de rhythm and blues. S'ils arborent de fausses moustaches sur scène, ce n'est pas par faute de goût. C'est pour paraître plus vieux et en général les gérants de ces clubs interdits aux mineurs n'y voyaient que du feu. Jamais à court d'audace, ils parvenaient parfois à se faire passer pour les Coasters et intégraient ainsi des lieux plus réputés et rémunérateurs. Les gars ont de l'énergie et de l'appétit et ça séduit le public. Déjà dévoré par l'ambition, le jeune Arthur Lee s'inspire de ses idoles Booker T and the MGs, groupe instrumental composé de 2 noirs et de 2 blancs. Si Arthur Lee est un compositeur prometteur, il n'est pas à l'aise avec les instruments, contrairement à Johnny Echols, dont le talent hors norme est vite remarqué. Lorsque Little Richards l'invite à le suivre sur une tournée européenne, il ne peut évidemment pas refuser et quitte Arthur Lee à regret. Pas découragé pour autant, Lee se met à parcourir la ville avec un paquet de bandes démos sous le bras. Le Los Angeles des années 60 a beau être en pleine mutation ethnique et idéologique, il est encore difficile pour le WASP moyen d'accepter l'idée qu'un noir est un plan de carrière. Mais Lee n'est pas du genre à lâcher le morceau et il n'entend pas laisser les blancs monopoliser le marché. Dans beaucoup de maisons de disques, il essuie des refus douloureux, mais Arthur est comme blindé, il sait son heure arriver. Il finit par décrocher un contrat chez Capitol, où il sort son premier single, un instrumental très influencé par Booker T and the MGs, The Ninth Wave. Il ne remporte pas de succès, mais peu importe, c'est une première victoire. Il vient tout de même de publier sur le même label que l'une de ses idoles, Nat King Cole. De plus, on lui propose du boulot en tant qu'auteur-compositeur pour le label Revis. Il doit écrire une chanson pour une jeune femme prometteuse, Rosalie Brooks. Pour l'accompagner, on lui demande de dégoter un guitariste qui serait capable de sonner comme Curtis Mayfield. Ne pouvant plus compter sur Johnny Echols, Lee entend parler en ville d'un jeune prodige, fraîchement viré de l'orchestre de Little Richards. Ce dernier ne voulait pas qu'un membre de son groupe ne lui fasse de l'ombre. Et il en faut beaucoup pour éclipser la présence de cette grande gueule de Little Richards. Alors un soir, Arthur Lee passe au California Club pour tester la nouvelle attraction électrique. Sur scène, il découvre un grand noir qui visiblement partage ses goûts vestimentaires. Le mec a du style, mais surtout c'est un démon à la guitare. Sa relation à l'instrument est curieusement obscène, il se tord avec dans tous les sens, ses doigts glissent à toute vitesse le long du manche, le visage crispé par l'endurance, les yeux révulsés de plaisir, tandis que des amplis jaillit un déluge sonique qui transcende l'audience. Nous sommes en 1963, et à l'époque, Jimi Hendrix n'avait pas encore traversé l'Atlantique pour aller humilier Eric Clapton à domicile. Arthur Lee lui propose de jouer sur son morceau, et c'est ainsi que l'on entend pour la première fois la guitare de Hendrix sur My Diary de Rosalie Brooks. Le morceau s'inspire d'un chagrin d'amour qu'Arthur vécut plus jeune et qu'il n'arriva jamais vraiment à oublier. Après quelques enregistrements peu remarqués, Arthur Lee relance son projet de groupe à l'occasion du retour anticipé de Johnny Echols, qui a peut-être lui aussi subi le caractère lunatique de Little Richards. Le line-up se met difficilement en place, les musiciens candidats tolérant moyennement les humeurs du leader.
Dans un premier temps, la formation se trouve un batteur talentueux en la personne de Don Conca, mais ça ne durera pas. Le garçon est bien plus intéressé par la défonce que par ses fûts. Alban Pfisterer héritera du rôle ingrat de second choix d'Arthur Lee. À la basse, on retrouve Ken Forsey, un garçon doué échappé d'un obscur groupe de surf music. La guitare rythmique sera un temps tenue par un curieux personnage au doux nom de Bobby Beausoleil. Arthur Lee, pourtant lui-même pas très commode, ne sera jamais à l'aise avec ce type qui se parle à lui-même et sur qui rien ne semble avoir de prise. Très vite congédié, Bobby Beausoleil réussira à percer à sa manière toute personnelle. Membre de la secte de Charles Manson, il finira ses jours en tôle après avoir poignardé un dealer à mort. Nul doute qu'Arthur Lee eut du nez quand il décida de le remplacer par Brian McLean, un élément essentiel au groupe, un concurrent talentueux que le leader va voir d'un mauvais œil, fou de jalousie et terrifié à l'idée que ce jeune playboy blond ne lui pique la couronne. La formation se trouve un nouveau nom avec The Grassroots, qui fait référence à un discours radical de Malcolm X en 1962. Il y décrédibilise l'idée de révolution non violente et pourfend la suprématie blanche. Was no love lost, was no compromise, was no negotiation. I'm telling you, you don't know what a revolution is. Because when you find out what it is, you'll get back in the alley. You'll get out of the way. Bloodshed. You haven't got a revolution that doesn't involve bloodshed. And you're afraid to bleed. The Grassroots a une résonance offensive, loin des idéaux hippies qui germent à l'époque. Ça irait davantage à un collectif hip-hop qu'à un groupe de rock psychédélique des 60s. Lorsque Lee décide une nouvelle fois de changer de nom, ce n'est pas pour changer d'image, c'est seulement par rapport à un groupe concurrent homonyme. Il lui vient alors l'idée de Love, à 1000 lieues du délire à la Black Panthers. Lee se dit que si son groupe n'est pas le meilleur de la ville, au moins, il a le plus beau des noms. Et c'est là qu'intervient la traditionnelle ironie du sort. Alors que les musiciens s'en vont déposer leur nouveau nom, ils se retrouvent coincés dans un attroupement chaotique, un mouvement de foule violent et inhabituel. Une polémique s'est créée autour de l'arrestation d'un automobiliste noir et l'altercation a tourné à l'insurrection générale. Nous sommes à Watts, ghetto de Los Angeles, le 11 août 1965, la tension raciale est à son comble et une émeute vient d'éclater. Elle durera 5 jours et fera plus de 30 morts. La psyché d'Arthur Lee n'en ressortira que plus endommagée. Sérieusement antisocial et paranoïaque, Lee subira les inégalités raciales comme une intense blessure psychologique. Sa détermination à exceller dans un style folk typiquement blanc, c'est peut-être aussi sa manière à lui de dire merde à sa condition, merde aux injustices et merde à cette région de surfeurs ariens et à leur morale de cul béni. Sur Forever Changes, leur insurpassable 3e album, figure un titre appelé Bummer in the Summer. Celui-ci concilie tout naturellement le folk et le hip-hop qui n'était même pas encore né. Avec 20 ans d'avance, Love inventait la fusion et en sortait le prototype définitif. Les prestations scéniques de Love commencent à faire parler en ville. La rumeur court. Un groupe de camés multicolores mettrait régulièrement le feu aux différents clubs hype de Los Angeles, venant grignoter sur les terres du super groupe qui remporte tous les suffrages à LA, les Byrds. En 1965, le folk aérien des Byrds est la réponse californienne aux Beatles. Un jour, Arthur Lee et Johnny Echols sont affalés à la table d'un restaurant chic, habitué à servir le gratin hollywoodien. Ils sont les seuls noirs dans la salle. La tension est palpable et ils prennent un malin plaisir à entretenir le malaise. Alors qu'ils sont occupés à toiser d'un œil mauvais tous les autres clients, un jeune gars blond, beau gosse typiquement américain, s'invite à leur table avec une décontraction désarmante. Ils discutent, picolent et gagnent miraculeusement la sympathie des deux hommes. Ce type, c'est Brian McLean, un enfant d'Hollywood venu s'encanailler sur la scène rock de Los Angeles en devenant roadie pour les Byrds. Grand admirateur de leur guitariste David Crosby, McLean se rêve un talent similaire au futur collaborateur de Neil Young. Arthur Lee flaire un don chez le roadie et l'engage comme guitariste rythmique de Love. De plus, il a dans l'idée qu'un proche des Byrds au sein de son propre groupe pourrait booster son succès. Les Byrds ont explosé grâce à leurs nombreuses reprises électrifiées de Bob Dylan, notamment celle de Mr. Tambourine, dont la célébrité dépassait l'original. En mêlant l'électricité à leur folk, amené par une Rickenbacker à 12 cordes,
les Byrds avaient créé un son dont l'influence s'avérera intemporelle. Au micro, 3 voix se superposaient avec brio, celles de Gene Clark, de Jim McGinn et de David Crosby. Les membres de Love furent instantanément éblouis par l'évidence mélodique de Gene Clark, qui composait la plupart des chansons originales. En 1966, après avoir sorti 2 albums qui ont défini le folk rock pour les 50 années à venir, les Byrds ont opéré un sérieux virage psychédélique. Déjà bien connus pour fumer de l'herbe dans des quantités boulimiques, les musiciens sont montés d'un cran quand ils ont découvert l'acide, et ça va s'entendre sur le 3e album, The Fifth Dimension. Sur le single 8 Miles High, Jim McGinn exécute un solo free jazz chaotique, quelque part entre John Coltrane et le sitar que George Harrison a piqué à Ravi Shankar. C'est avec le succès des Byrds que la véritable ambition des musiciens de Love est née. Leur énergie brutale, leur divagation surréaliste allaient les affranchir du tout-venant garage rock dès le premier album. Aux côtés des pulsionnels Can't Explain et My Flash on You, venaient se greffer des ballades plus ambitieuses et personnelles. Depuis My Diary, Lee ne s'était toujours pas consolé de son premier échec amoureux, à en croire A Message Too Pretty, morceau fragile où le chanteur se laissait aller à un rare moment de vulnérabilité. Une certaine vérité transparaissait aussi dans Signed DC, qui narrait la métamorphose en junkie de l'ancien batteur Don Conca. Évidemment, la drogue a déjà une emprise sur la musique de Love, de la décharge nerveuse de My Little Red Book à la rêverie intoxiquée de Mushroom Clouds ou de Colored Balls. Arthur Lee reconnaît volontiers qu'il était probablement dans un état second quand il a écrit certaines paroles délirantes. Au studio d'enregistrement, l'atmosphère est embrumée, l'air pique les narines et les musiciens sont perpétuellement défoncés, à commencer par le leader, égaré au milieu des volutes de fumée cannabique, confortable dans son trip solitaire. Il entretient avec le reste du monde un rapport froid et distant, donne des instructions techniques énigmatiques au reste du groupe qui n'a plus qu'à s'exécuter en espérant répondre aux attentes du roi Arthur. Le batteur Alban Pfisterer en particulier subira ses humeurs tordues, l'humiliation consistant à lui arracher les baguettes des mains pour enregistrer certaines parties à sa place. Quand l'album sort en 1966 au mois de mars, Love s'élève directement au rang du groupe le plus prometteur de Los Angeles. C'est l'époque où le phénomène hippie se met à enfler et Los Angeles en est le berceau. L'animosité qui règne au sein de Love n'en fait pas vraiment un exemple de flower power, mais le groupe se laisse séduire par les attraits d'un mouvement qu'ils incarnent malgré eux. C'est ainsi que la bande va se mettre à vivre en communauté. Arthur Lee avait fait l'acquisition d'une impressionnante bâtisse sur Mulholland Drive qu'il s'était empressé de baptiser The Castle, un nom judicieux pour un endroit qui rappelait moins les squats d'Easy Rider que les manoirs des films de la Hammer. Bela Lugosi y avait d'ailleurs passé une partie de son existence. Lorsqu'on en traversait les nombreuses pièces, on ne pouvait s'empêcher de penser à l'interprète de Dracula, shooté à l'héroïne et se confondant avec son personnage emblématique. Lee était le nouveau maître des lieux, logeant dans une petite pièce perchée tout en haut du bâtiment. Il y passait le plus clair de son temps à nourrir des oiseaux ou à se déchirer les neurones avec de l'herbe ou des acides. Parfois, des admiratrices l'accompagnaient, totalement envoûtées par ce type mystique aux allures de Svengali. Ken Forsey, Johnny Eccles, Brian McLean et Alban Pfisterer y résidaient aussi, partageant la même hygiène de vie. Régulièrement, la police débarquait, alertée par le voisinage qui supporte mal la présence de dépravés bruyants dans le quartier. C'est dans ces conditions qu'ils entamèrent la préparation de leur deuxième album, Da Capo. Ce disque méconnu est pourtant l'un des plus atypiques de la période. Dès le premier titre, on plonge dans une douce folie. Stephanie Knows Who est une sorte de proto-punk loufoque en mode ternaire, avec un clavecin schizophrène qu'on croirait joué par Lewis Carroll et une voix malade venue d'une autre planète. Des mélodies sophistiquées émergent de Orange Skies, Kevida et The Castle, soutenues par des arrangements somptueux et chiadés qui comprennent saxophone, orgue et même flûte à bec. L'album s'enrichit d'inspirations variées qui vont du jazz d'Orange Skies à la bossa nova sur Kevida. Les influences latines de Da Capo en font une œuvre exotique qui se démarque de la production concurrente. Sur la deuxième face, on retrouve un intense grand 8 de 20 minutes nommé Revelation, l'un des premiers exemples du genre qui influencera sans doute les Doors pour The End ou When the Music's Over.
Quant au single, il s'appelle Seven and Seventies, et cette fois-ci il se place correctement dans les hit-parades anglais et américains. C'est le morceau le plus violent de l'album, un boucan terrible à faire passer les Who pour des antiquaires à la retraite. La chanson semble ne jamais s'arrêter d'accélérer au bord du pétage de plomb jusqu'à littéralement exploser dans les dernières secondes. Les sidérantes prestations du leader de Love n'en finissent pas de convertir les apprentis révolutionnaires aux aspirations artistiques. Car Love fait peur autant qu'il séduit. Il entraîne dans son sillage toute une faune de freaks et d'inadaptés qui se sentent représentés par Arthur Lee, ce métis surdoué, habillé comme un fou, cauchemar éveillé de l'Amérique conservatrice. Parmi cette faune, Jim Morrison veut faire partie du clan plus que n'importe qui. Il y a au moins 2 choses que Jim Morrison a piquées à Arthur Lee, son manager et sa copine. Avant de devenir la coqueluche illuminée des groupies, le futur roi lézard fut lui-même un fanboy, quelques années avant la sortie du légendaire premier album des Doors. Au milieu des années 60, Morrison est un étudiant brillant qui se fascine pour la philosophie, la poésie et les mouvements d'insurrection qui ont secoué l'histoire. Déjà d'un tempérament bouillonnant et instable, le jeune Morrison est néanmoins une véritable éponge. Il s'approprie sans vergogne les traits de ses idoles, se prenant pour Dean Moriarty après lecture du fameux bouquin de Kerouac. Arthur Lee le considérait avec une certaine condescendance, mais ne détestait pas sa présence. Avec le génial claviériste Ray Manzarek, Jim Morrison commence à mettre en musique ses propres textes, de longs monologues grandiloquents qui deviendront les premières chansons des Doors. Au début, personne ne mise un copec sur les Doors, qu'on trouve trop pompeux, trop prétentieux, trop superficiel. Arthur Lee, lui, trouve le groupe génial, baroque et intense, et réussit à convaincre un Jack Holzman peu emballé de leur laisser une chance. Sans le savoir, Lee se tirait une balle dans le pied. Love devait être le porte-drapeau du label Elektra, mais ils furent éclipsés sans ménagement par les Doors, désormais machine de guerre officielle du label. Morrison continuera à chercher l'amitié de Lee, mais celui-ci l'ignorera régulièrement, de plus en plus misanthrope et sans doute un peu vexé. Et puis, il y a Pamela Corson, cette jeune fille borderline qu'Arthur Lee fréquente un temps. Il en est amoureux, mais elle aussi le quitte pour les beaux yeux de Morrison. Ensemble, ils vont former un couple dépravé, élevant l'autodestruction au rang de philosophie. Jim Morrison passera du flamboyant roi lézard, bête de scène et sex symbole, au clodo alcoolique foutant un bordel apocalyptique à toutes les soirées où il met les pieds. Quant à Pamela Corson, une main sur la seringue et l'autre serrant le garrot, elle n'était pas disponible pour le sortir de là. De cet amour tragique, il reste la chanson The Crystal Ship sur le premier album des Doors que Morrison écrivit pour Pamela Corson. « 1967 aurait dû être l'année du triomphe de Love, celle de leur 3e album, Forever Changes. Leur meilleur, c'est une évidence qui apparaît à tous ceux qui connaissent leur carrière, c'est-à-dire pas grand monde. Mais au lieu de leur assurer la postérité, l'œuvre annonça leur chute. Pourtant, Forever Changes est un chef-d'œuvre d'une grâce rare, ses arrangements lumineux sont parmi les plus précieux de l'histoire du rock. La conception du disque ne laissait en rien présager une telle réussite artistique. Gavé de LSD, le leader de Love est très loin, trop loin de tout, la communication avec le reste du groupe est impossible. Arthur Lee n'a qu'une obsession, faire de Forever Changes sa plus grande œuvre, voire son héritage. Lee ne se l'explique pas, mais il est persuadé de l'imminence de sa mort et envisage Forever Changes comme son dernier message offert à l'humanité. Pour être sûr de son coup, il a viré sans ménagement Alban Pfisterer, batteur qu'il considère trop faible et qu'il n'a jamais cessé de rabaisser. Michael Stewart, déjà présent sur Da Capo, l'a définitivement remplacé. Stewart découvre très vite qu'une ambiance déplorable empoisonne la bande. Pour un groupe appelé Love, c'est la haine qui semble régner entre les membres. Enfermés dans d'infects paradis artificiels, les instrumentistes ne comprennent plus rien aux élucubrations de leur capitaine qui mène le bateau au naufrage. Arthur Lee dessert gravement leur image en traitant les journalistes et les fans comme de la merde. Pire, ils refusent systématiquement de quitter la Californie pour jouer dans des festivals, ce qui les condamne à l'anonymat dans le reste du monde. Quand commence l'enregistrement de Forever Changes en juin, Lee privilégie des requins de studio plutôt que sa propre formation. C'est précisément ce qui va réveiller les musiciens de Love,
piqués dans leur ego respectif, réalisant soudain ce qu'ils s'apprêtaient à perdre. Ainsi, Love était à nouveau debout, prêt pour son barreau d'honneur. Inspiré par le travail qu'il a entamé avec des techniciens virtuoses en studio, Arthur Lee embauche carrément l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles pour sublimer 11 chansons de composantes essentiellement acoustiques. En résultent des pièces grandioses lorgnant vers le classique, mais dont on distingue le délicat squelette folk. Sans les accompagnements de cuivre et de cordes, Forever Changes est déjà un chef-d'œuvre unique dans son genre. Les compositions sont des labyrinthes dont on n'essaie pas de sortir, trop subjugués par la virtuosité de l'architecte malade qui les a imaginés. On se perd dans une multitude de passages secrets, étranges et merveilleux, quelque part dans la psyché écorchée d'Arthur Lee. Forever Changes est à la fois un adieu déchirant et une renaissance douloureuse. On a beaucoup dit que Love avait malgré eux signé l'œuvre symbolique du déclin du rêve hippie. Les mélodies concoctées par Lee, tout comme la pochette du disque, débordent de couleurs vives, mais les ténèbres grondent à l'arrière-plan. Tout n'est que contraste chez Arthur Lee, métis, punk, hippie, misanthrope qui vit en communauté. On ne sait pas s'il chérit ou s'il pleure sa solitude, qui semble être le thème principal de l'album. C'est avec une voix fragile, au bord de la cassure, qu'il chante la magnifique And More Again, où il est incapable de choisir entre son amour et sa propre bulle de protection. À l'heure des grandes interrogations sur le bordel américano-vietnamien, A House is Not a Motel évoque une guerre mystérieuse, mais qui semble plus liée à un conflit intérieur sanglant. Dès la première phrase, The Red Telephone esquisse un monde en ruine que le narrateur observe du haut de sa colline. Assis sur le flanc de la colline, je regarde les gens mourir. Est la phrase prophétique que tout le monde aura retenue, annonçant la fin des idéaux pacifistes, le flower power décrédibilisé par la folie humaine. Et toute cette noirceur est sans cesse contrebalancée par un espoir à toute épreuve. Si Forever Changes est un immense disque mélancolique, il n'en est pas pour autant déprimant. Forever Changes est une introspection qui célèbre l'amour, l'art, la nuit, le mouvement, tout ça en même temps. Et puis il ne faut pas oublier l'apport de Brian McLean, si primordial à la dynamique de Love. Le guitariste rythmique avait déjà écrit des morceaux sur l'opus précédent, dont la fantastique Orange Skies. Sur Forever Changes, il a composé 2 morceaux, ce qui est un miracle au vu du ressentiment de Lee envers McLean. Le leader de Love avait fini par détester Brian, trop talentueux, trop mondain, trop populaire. Il méprisait systématiquement son travail et McLean, craintif, n'osait pas répondre. Il avait pourtant l'honneur d'ouvrir Forever Changes avec une ballade hispanisante inoubliable, Alone Again Or. Les histoires d'amour, en vérité, c'est pas comme dans les films, ça termine toujours mal. Celle de Love ne fit pas exception à la règle. Forever Changes sort en novembre 1967 et s'il est l'un des meilleurs albums de cette année incroyablement riche, il n'en demeure pas moins un échec commercial. Love ne s'en releva pas. Arthur dissout le groupe brutalement, ne supportant plus leur simple présence. Devenus orphelins de leur formation, les membres de Love vont tous déconner les uns après les autres, illustrant parfaitement le fait que Forever Changes mettait un terme au fantasme hippie. Il est assez difficile de distinguer les faits des légendes, mais une chose est sûre, c'est que tous vont affronter leur Vietnam personnel. Ken Forsey et Johnny Echols ont gâché leur talent dans la petite délinquance minable pour financer leurs addictions. En 1968, Brian McLean fut victime d'une overdose qui avait failli le tuer. Afin de lui remonter le moral, son amie Sharon Tate l'invita à une soirée chez elle sur Cielo Drive, près de Beverly Hills, mais McLean n'avait pas le cœur à sociabiliser. Ce refus lui sauva la vie puisqu'il échappa au massacre tristement célèbre perpétré par Charles Manson et sa famille de détraqués. Traumatisé par le milieu du showbiz et accro à l'héroïne, McLean disparut de la circulation pendant 2 décennies avant de sortir 2 albums solo passés inaperçus à la fin des années 90. La drogue avait fait son boulot de destruction massive sans faire preuve d'une grande imagination. Et après, c'est la mort qui fit du zèle. Quand Jimi Hendrix succomba à une overdose en 1970, Arthur Lee raconta, bouleversé, que le guitariste virtuose s'était réincarné en lui. Puis c'est Jim Morrison qui rendit l'âme dans sa baignoire à Paris en 1971, suivi de peu par Pamela Corson qui s'était piqué une fois de trop.
En 1997, c'est au tour de Ken Forsey, puis de Brian McLean le jour de Noël 1998. Quant à Arthur Lee, c'est en prison qu'il apprendra la mort de ses anciens compères de Love. Lee avait continué à sortir des albums sous le nom de Love, mais avec un groupe complètement différent jusqu'au milieu des années 70. Contrairement à ce que prétend le dogme rock critique, il s'en était honorablement sorti avec cette formation. Mais survivre à l'aboutissement Forever Changes n'était pas mince affaire. Pour éviter les comparaisons peu flatteuses, il avait laissé tomber la pop progressive de son chef-d'œuvre pour suivre la tendance du rock à grosse guitare. Mais sa musique se heurtait à l'indifférence du public. Arthur Lee erra pendant les années 70 et 80, tentant de faire renaître la flamme de Love en contactant les anciens, mais plus personne ne voulait lui parler, plus personne n'avait confiance en lui. Ce n'est qu'en 1993 qu'il rencontra les Baby Lemonade, un groupe de jeunes fans qui acceptèrent volontiers d'accompagner le chanteur pour quelques concerts nostalgiques. Malheureusement, ça ne suffisait ni à nourrir son ego, ni à remplir son estomac. À un moment donné, il a voulu écrire son autobiographie pour se renflouer, mais les journalistes avec qui il désirait collaborer avaient peur de lui. Le mec était trop défoncé, à l'alcool et aux drogues dures, et en plus, désormais, il se baladait avec un flingue. À la même époque, le rock critique Nicolas Ungemut, plume acerbe pourtant rompu aux interviews musclées avec des légendes starbées, eut du mal à digérer sa rencontre avec un Arthur Lee hors d'atteinte et imperturbable. Cette froideur de façade dissimulait mal sa dégringolade inexorable. Lee n'était plus qu'à quelques mètres de toucher le fond. En 1996, un coup de feu éclate à son domicile. Personne n'est touché, mais la police débarque dans la foulée et trouve assez d'armes et d'héroïne pour l'envoyer en tôle pour les 5 prochaines années. Quand Arthur Lee retrouva sa liberté en 2001, celle-ci avait un goût amer. Dans un élan pragmatique, Lee décide qu'il est temps, enfin, de récolter les lauriers de Forever Changes, album désormais célébré dans le monde entier comme un classique indétrônable des 60s. Avec les Baby Lemonade, il s'emploie à le jouer sur scène dans son entièreté. Le public est au rendez-vous et Arthur Lee accède enfin à un semblant de satisfaction, comme réhabilité en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Mais lorsque se présente l'occasion d'une tournée mondiale, Arthur Lee réitère son suicide commercial des années 60. Il ne quittera pas l'Amérique, c'est ainsi. Mais cette fois-ci, son caractère entêté n'était peut-être pas à blâmer, car Lee avait un souci autrement plus délicat à gérer. Il était atteint d'une leucémie et ne disposant pas d'assurance maladie, il était incapable de payer ses soins. Une poignée de fans prestigieux organisèrent un concert de charité pour réunir des fonds. On retrouvait Robert Plant, Mark Bolan, Ryan Adams et même Johnny Eccles sortis de nulle part parmi les participants. Arthur Lee en fut profondément touché, mais ça ne lui sauva pas la vie pour autant. Il succomba à la maladie le 3 août 2006, à l'âge de 61 ans. La mort, cela faisait 40 ans qu'Arthur Lee s'y préparait. Lorsqu'il avait écrit You Set the Scene pour Forever Changes en 1967, il la voyait déjà arriver et l'affrontait comme une menace imminente, engoncé qu'il était dans son bad trip paranoïaque. Au début du titre, le chanteur constate les bouleversements sociétaux qui se multiplient autour de lui. Élevé au rang d'icône du progressisme hippie, Arthur Lee trahit pourtant son inquiétude face à un futur par essence inconnu, la mort de toute chose à la fin étant sa seule certitude. De ce vertige existentiel, à 2 doigts de la crise d'angoisse, Lee passe à l'acceptation dans la deuxième partie de la chanson. Soudain, la perspective de n'être qu'une chose minuscule et éphémère n'est plus du tout effrayante, au contraire, elle rassure. Comme s'il était incroyablement réconfortant de se dire que la Terre allait continuer de tourner une fois qu'il aurait quitté ce monde. De la part d'un junkie notoire, c'était une considération d'une surprenante sagesse. Mais lorsqu'il a chanté à nouveau sur scène dans les années 2000, Arthur Lee était un vieil homme esquinté, mais qui avait vaincu ses démons. You Set the Scene prenait alors une nouvelle dimension. You look so lovely. You with the same old... C'était Graines de violence, générique. You know, my friend used to tell me, he says, Arthur, stick to music. Don't ever talk about religion or politics. He's wrong. How do you people vote for the same one that I swear I would kill? Graines de violence. What the fuck? What's wrong with you?